Au lendemain de l'intervention du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui fait un constat alarmant de la situation sanitaire en France, va-t-il y avoir un renforcement du second confinement, jugé trop laxiste par le monde médical? Pour en parler sur Info 83, Valérie Gomez-Bassac, députée de la 6e circonscription du Var. Alors pour ceux qui cherchent la 6e circonscription, c'est au milieu, à gauche, en principe c'est ça, quand on regarde une carte. Donc vous avez été reconduite à votre poste de porte-parole du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et membre de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. On peut vous voir régulièrement sur les plateaux TV, mais également sur les réseaux sociaux, tout aussi régulièrement d'ailleurs, et notamment pendant vos directs Facebook. Dans le dernier que j'ai visionné d'ailleurs, vous avez exprimé votre colère. Bonjour Valérie Gomez-Bassac. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. Compte tenu de la situation, on va considérer que je vais bien. 24 heures, vous avez assez de 24 heures dans une journée? Parce que je vous vois faire beaucoup de choses. Je crois que s'il y a un moment où on doit s'investir en politique et faire preuve de solidarité, c'est maintenant. Donc, en effet, je consacre vraiment 24 heures sur 24, pratiquement tout mon temps à mon mandat. Ouais, en tout cas, la situation s'y prête. Je disais, trop laxiste, ce confinement, version 2. Alors, trop laxiste, je ne dirais pas ça, parce que bon, je fais partie de la majorité, je soutiens et je comprends les mesures qui sont prises par mon gouvernement. Ce sont des mesures raisonnables qui essaient de trouver un équilibre. Un équilibre, par exemple, au niveau des écoles, c'est maintenir l'ouverture des écoles. Pourquoi? Parce que nos gamins ont besoin d'un lien social. Essayer de maintenir un peu d'économie également pour essayer de faire en sorte que la reprise soit après plus facile. Donc, ce n'est pas des décisions qui sont trop souples, mais ce sont des décisions les plus équilibrées possibles, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce qu'elles évoluent dans le temps. Le deuxième confinement a du mal à passer chez beaucoup de nos concitoyens, notamment les indépendants. Là, on parle du professionnel, surtout les petits commerçants qui ne comprennent pas le pourquoi de leur fermeture à partir du moment où les conditions sanitaires sont plus que respectées, avec des investissements en matériel qui ont été faits à la sortie du premier confinement pour répondre aux recommandations d'ailleurs du gouvernement pour pouvoir ouvrir le 11 mai et le 2 juin pour les restaurants. Alors avant de revenir sur le volet économique, qu'est-ce que selon vous les Français n'ont pas compris dans cette crise? Oh, je pense pas qu'ils n'aient pas compris, mais c'est quand même une privation de liberté, donc je peux comprendre qu'ils ne soient pas enchantés d'appliquer toutes ces mesures. Maintenant, je crois que il faut vraiment insister sur le fait que les décisions qui sont prises pour essayer de garantir la santé de nos citoyens. C'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est que les hôpitaux risquent d'être débordés, et commencent à être débordés et sont très proches d'être complètement saturés. Donc il faut faire très attention. En fait, je vois tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Oui, mais il fallait prévoir, il fallait plus de lits de réanimation, il fallait plus de personnel. Alors déjà, je tiens à dire que l'objectif premier, c'est que les gens n'aillent pas en lit de réanimation. Parce que quand vous passez par une réanimation, vous avez des séquelles et vous ne vous en remettez pas et votre pronostic vital est engagé. Donc tout est mis en œuvre pour essayer d'éviter que les personnes aillent dans ces lits de réanimation. Les médecins sont plus aptes que moi à en parler, mais en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Ensuite, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a eu une suppression des lits et une diminution des moyens au niveau du service public depuis des décennies. Donc, on ne peut pas tout nous reprocher. Donc, vous n'êtes pas les seuls responsables. Donc, nous ne sommes pas responsables. Macron était quand même dans le gouvernement précédent. Oui, Macron. oui, mais enfin, quand vous êtes dans le gouvernement précédent, vous n'êtes ni président de la République, ni Premier ministre. Donc, vous ne mettez... À l'économie, quand même, ministre. Oui, il était à l'économie, il n'était pas à la santé. Donc, il n'était pas à Bercy non plus. Donc, il faut quand même... Je ne suis pas en train de dire qu'on n'y est pour rien. On aurait pu, nous aussi, peut-être aller plus vite dans l'investissement à faire. Il y avait un investissement à faire au niveau de la sécurité, ce qu'on a fait. Il y avait un investissement à faire au niveau de l'éducation, ce que l'on a fait. Au niveau de la santé, ce que nous étions en train de faire. Maintenant, les lits on n'a pas fait de suppression de lits. Les lits, on en avait 5000. Aujourd'hui, on est à 6400. Donc, dans l'été, on a augmenté la capacité. Donc, ça, c'est quand même important de le dire parce que là aussi, je vois de tout sur les réseaux sociaux. On peut augmenter jusqu'à 12 000, mais il y a un problème de personnel, ce qui est une réalité. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez un lit de réanimation, il faut 8 personnes autour. Les 8 personnes, on ne les a pas. On a supprimé le numerus clausus qui va nous permettre d'avoir plus de médecins, mais dans 10 ans. Lorsque vous voulez une personne qui est médecin réanimateur, je crois qu'il faut 10 ans d'études. Donc, non, on ne peut pas pallier à ce manque. Donc, il y a des choses qui sont mises en place, notamment le fait de se rapprocher des pôles emploi pour essayer de trouver du personnel qui puisse aider. Il y a le plan blanc qui a été mis en place également pour essayer de rappeler des personnes qui sont diplômées dans le monde médical. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
Mais j'entends bien Valérie Gomez-Bassac. Effectivement, et vous le répétez à l'envi, hein, bien sûr, sur les plateaux de télévision, ce que vous venez de dire, c'est du concret, c'est une explication, c'est un argument. Pour autant, d'où vient l'incompréhension de la grogne des Français, des concitoyens? C'est pas un problème de communication plutôt? Mal présenter les choses? Alors je l'entends souvent, hein, le fait qu'il y a de la cacophonie dans notre Alors vous en pensez communication. quoi, Valérie Gomez-Bassac? Alors je pense que d'une part, Parce qu'on vous a vu bien énervé sur les réseaux sociaux. Oui, parce que quand vous êtes face à un problème qui était prévisible, ou dont vous connaissez tous les effets, c'est facile d'anticiper, c'est facile de prendre les décisions adaptées. Là, on est face à un virus. Donc un virus qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas l'évolution, on ne connaît pas encore tous les effets secondaires qu'il y aura également dans le temps. Donc des décisions qui s'adaptent au fur et à mesure que les données scientifiques reviennent au gouvernement. Donc forcément, ça évolue. Donc je comprends la grogne des Français qui disent mais cette communication, elle change tout le temps, on confine pas, produits essentiels, non essentiels. Mais en fait, on essaie de s'adapter au mieux sans quelque part restreindre toutes les libertés de tout le monde. Donc c'est pas évident et ça va encore évoluer et ça va encore changer. Donc il faut aussi qu'il y ait une tolérance par rapport à ça. Il faudrait peut-être dire que en fait, vous testez à chaque fois des stratégies, des dispositifs Alors, pour faire au mieux, pour essayer de contenter tout le monde. Mais c'est certain. Et puis on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger. C'est-à-dire que lorsque vous regardez dans les différents États de l'Union européenne ou même au niveau mondial, hein, on est tous confrontés à la même situation. Et pour l'instant, c'est quand même en France que les conséquences sont quasiment les moins pires. Alors, je ne dis pas que c'est parfait ce qu'on fait, hein, parce que comme vous le dites, on s'adapte au fur et à mesure. Parce que vous voyez en ce moment ce qui se passe en Suède, alors qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient immuniser tout le monde et que tout allait bien se passer. Eh bien là, ça y est, finalement, ils vont vers le confinement. Regardez en Autriche ce qui se passe. En Suisse, ils sont en train de faire des choix au niveau des personnes à soigner. Donc, souhaitons que nous n'en soyons pas encore là. Et moi, ce que je demande à tous les citoyens, c'est, voilà, faisons preuve de solidarité. On aura bien le temps après de régler les comptes avec les uns et les autres et de faire de la politique comme certains aiment le faire. Et je crois que là, pour l'instant, c'est pas la priorité. Ça vous n'en sortirez jamais. C'est normal que vos opposants fassent de la politique. Pas maintenant. Pas maintenant, je crois que c'est pas la priorité, c'est pas ce qu'attendent les Français quand vous voyez qu'on prend des mesures en disant bon, il faut fermer les petits commerces. Alors les petits commerces, déjà j'aime pas trop ce terme, donc les commerçants de produits non essentiels. Ce sont des décisions que l'on prend pas de gaieté de cœur. Je vous rappelle que j'étais avocate, je m'occupais des entreprises et je connais déjà. Est-ce qu'il n'y a pas de la maladresse là justement dans les mots utilisés, non essentiels? C'est quand même des vies, c'est quand même des. Enfin, comment vous voulez le dire autrement, quoi? C'est sûr que derrière il y a des vies. Pourquoi justement on ferme ces commerces? Alors c'est encore une fois, c'est pas pour pénaliser tous ces commerçants qui ont joué Alors le jeu, justement, vous l'avez pourquoi dit, hein, pour éviter que les gens sortent. C'est-à-dire que si vous laissez ouverts tous les magasins, quels qu'ils soient, eh bien, tous les Ça va citoyens, multiplier et moi les la sorties. première, on aura toujours une bonne raison d'aller s'acheter du maquillage, un vêtement, un jouet pour notre enfant. Donc voilà, c'est un peu pour être encore plus raisonnable. Alors justement, le fait que les établissements scolaires soient laissés ouverts, les services publics, le maintien des visites dans les EHPAD, ça ne va pas en compte de ce que vous dites là justement. Les gens sortent, vous les incitez aussi à Alors sortir. encore une fois, c'est trouver un équilibre, c'est-à-dire par exemple les visites dans les EHPAD, on se rend bien compte que l'isolement conduit plus vers la mort que le Covid. Mhm. Donc il faut arriver à trouver un juste équilibre et on compte aussi sur la responsabilité de chaque personne. Mais c'est vrai que c'est compliqué lorsque vous voyez, c'est arrivé à Toulon, hein, lorsque vous voyez qu'il y a un EHPAD où les personnes décèdent de façon brutale très rapidement à cause du Covid. Là, pareil, après, les personnes cherchent des responsables. Est-ce qu'il y a vraiment des responsables? On cherche un équilibre entre ne pas couper les personnes de tout lien social et en même temps essayer de faire en sorte de les protéger du Covid. Vous parliez des écoles, c'est la même chose. Moi, je fais partie des personnes qui considèrent qu'il faut laisser le plus longtemps possible ouvertes les écoles. Je suis maman de 3 enfants. Je me rends compte quand même que je ne suis pas institutrice, je ne suis pas enseignante et que rien ne peut remplacer le travail fait par les enseignants. Donc, il faut protéger les enseignants, il faut les remercier au quotidien comme le personnel soignant. Ils font partie de ces personnes qu'il faut remercier pour leur investissement. Mais il faut surtout garder le lien social pour les enfants tant qu'on le peut. Mais il y aura peut-être aussi des évolutions à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un durcissement de ce confinement? Alors écoutez, pour l'instant, Vous n'avez c'est pas à l'ordre d'informations? du jour, je n'ai pas d'informations, mais il faut s'y attendre. Enfin, il faut s'y attendre. Ça va passer par quoi? Un couvre-feu comme ça a été instauré comme comme à Paris, en Ile-de-France? Parce que en fait, pourquoi? Alors ça aussi, c'est une question que je vois souvent revenir. Je profite de l'émission pour répondre à toutes les questions que je vois sur les réseaux sociaux. Ah, mais allez-y. Mais souvent, je vois, mais pourquoi alors vous n'avez pas reconfiné complètement?
Parce que même si nous, on reconfine complètement, même si on ferme les frontières pendant un mois, on va les réouvrir au bout d'un moment. Et les autres États n'auront pas fait la même chose. Donc, on va recontaminer. Donc, c'est pas une solution non plus, le confinement total. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on teste le déconfinement en même temps que le confinement. Ben, c'est-à-dire qu'on fait les deux à la fois. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de protéger les personnes vulnérables. En clair, on essaie de protéger les personnes les plus vulnérables. On essaie de favoriser le télétravail pour que les personnes ne se contaminent le moins possible, mais tout en gardant encore un lien social. Parce qu'après, il y a des effets. Cette situation qui est quand même très anxiogène crée quand même des effets, des répercussions psychologiques et autres. Donc ça aussi, il faudra un jour le gérer. Vous avez, vous, dans le cadre de votre mandat de député dans votre circonscription, des personnes qui viennent vous voir et qui expriment leur inquiétude. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Ouais, mais au quotidien, bien sûr que j'en ai de ma circonscription. Quelle est la plus D'ailleurs, grande inquiétude? Euh, C'est sur le virus en lui-même, la situation économique qui va en découler? c'est les deux parce que alors j'ai beaucoup évidemment la situation économique. Hier, j'étais encore en visioconférence avec quelqu'un qui tient des salles de sport et qui disait non, on s'en remettra pas, quoi. Parce que les salles de sport fermées, ce sont des loyers exorbitants, on n'est pas aidé par les banques et il faut que vous nous aidiez parce que même en prenant en charge 30% des loyers par le biais de crédit d'impôt, je ne vais pas rentrer dans la technique, ça ne suffira pas. Donc j'entends cette crainte économique, mais dans le même temps, ces personnes manifestent leur colère vis-à-vis des gens qui ne respectent pas les gestes barrières et comment dire, les garanties sanitaires qu'on essaie de prendre. Donc j'ai quand même le sentiment que les citoyens se rendent compte de la gravité sanitaire, vraiment. Ouais, c'est une situation très compliquée qui est paradoxale. Enfin, le paradoxe est endogène justement à cette crise, hein, finalement. Tout à fait, c'est une situation très compliquée. Encore une fois, c'est une situation mondiale. Donc arrêtons de jeter la pierre sur les uns et sur les autres. Encore une fois, il y aura un temps après pour voir si certains n'ont pas bien fait leur travail, n'ont pas pris les bonnes décisions, pas au bon moment. Moi, pour être en contact avec Olivier Véran quasiment quotidiennement, je peux vous dire que les décisions, elles sont prises au plus proche du terrain, au plus proche de la réalité, et qu'il faut à un moment donné faire confiance, et ça en deçà des étiquettes politiques. Vous lui avez posé la question sur sa sortie à l'Assemblée nationale. Il est un peu sorti de ses gonds. Oui, bah, Il a perdu la maîtrise. il le reconnaît, hein. Ouais. D'ailleurs, il a été auditionné dans le cadre de la commission d'enquête Covid dont je fais partie mercredi. Et il était en colère, mais je peux comprendre aussi sa colère parce qu'il fait partie du corps médical. Donc, il sait la pression qu'il y a dans le corps médical. Donc, il a envie de défendre les soignants. Donc, je prends le terme le plus large possible. Donc, il est en colère quand il voit que certains de l'opposition vont sur les aspects économiques en disant vous voulez tuer l'économie ou alors que pour lui, sa priorité, c'est cette crise sanitaire. Alors moi, je l'ai dit sur les plateaux, hein, pour moi, c'est quelqu'un de très humain et ce qu'il a fait, en fait, c'est un excès d'humanité. Et je le pense sincèrement parce qu'il était député, donc je le connais bien. Vous me connaissez un peu, je défends pas toujours tout le monde dans mon gouvernement, mais lui mérite parce qu'il a un investissement qui est vraiment un investissement sans faille. Et je crois qu'il mérite pas, encore une fois, qu'on le juge ou faut plutôt aller dans son sens. Au niveau des aides, vous avez annoncé sur votre réseau social, sur votre Facebook notamment, une bonne nouvelle concernant les commerçants qui font de la livraison. Ça ne sera pas pris en compte Dans le chiffre d'affaires. dans le chiffre d'affaires. Hein. Tout à fait. Vous le Donc, confirmez? ils pourront en effet avoir les aides qui sont proposées par l'État, que ce soit fonds de garantie et autres. Et en fait, on essaie de développer le click and collect, c'est-à-dire permettre aux commerçants de continuer à vendre et d'essayer d'écouler le stock, hein, soyons clairs, au maximum. Donc, il y a des aides qui sont mises en place déjà pour les aider à développer ce click and collect. Et ensuite, on considère que dès lors qu'ils vendent par ce biais-là, eh bien, ça n'entrera pas dans le chiffre d'affaires pour pas leur faire perdre des aides d'un autre côté. Des infos, est-ce que vous avez des infos sur la situation à Toulon, enfin l'agglomération toulonnaise, concernant cette crise, notamment au niveau des contaminations, au niveau des réanimations? Oui, alors le préfet fait 2 réunions par semaine, 2 réunions téléphoniques avec les élus, c'est-à-dire le président du département, les présidents des maires ruraux, présidents des maires de France, les députés, les sénateurs. Il nous fait un point tant au niveau de la situation sanitaire que économique. Ça se dégrade, hein. Donc il y a la moitié des... Bon, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, j'ai peur de me tromper, mais de mémoire, c'était 55 lits de réanimation qui sont occupés sur 107. Donc une situation qui se dégrade, beaucoup plus de contamination chez les jeunes adultes.
Donc bon, il faut en tenir compte. Peut-être une note quand même positive, c'est qu'il semblerait que ce soit moins, avec des conséquences moins graves, c'est-à-dire comme c'est une population plus jeune qui est touchée, elle lutte mieux contre le virus. Maintenant, ce qui inquiète, c'est le fait de devoir soigner, les pathologies, classiques. Alors j'espère que j'emploie les bons termes parce que je suis pas dans mon domaine de compétences, mais en fait, il y a une volonté de ne pas trop déprogrammer, les opérations nécessaires et il faut arriver à ça. Vous, votre rôle, Valérie Gomez-Bassac, dans cette crise en tant que députée, vous vous mettez au service du citoyen. Qu'est-ce que vous faites? Vous rassurez ou vous... J'essaie de trouver des solutions. Sincèrement, j'essaie de trouver Hmm. des solutions et ça, je crois que tout le monde en est conscient. C'est-à-dire que mon équipe et moi-même, on est à disposition quasiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on répond sur les réseaux sociaux, sur Messenger, sur les mails. Alors parfois avec un peu de retard et je prie de m'en excuser, mais j'essaie surtout de donner les informations dès que je les ai parce que souvent les citoyens, que ce soit des acteurs économiques ou pas, n'ont pas l'information. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils doivent demander, ce qu'ils peuvent demander. Donc moi, je suis là justement pour essayer de créer ce lien, de leur répondre ou éventuellement de faire remonter des questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les salles de sport. Et ça vaut en principe pour tous les députés, quelle que soit leur sensibilité ou leur couleur politique. Normalement, oui. Normalement, oui. Un dernier mot, Valérie Gomez-Bassac. Vous êtes avocate de formation, vous avez exercé. Il y a 200 avocats et juristes qui appellent au déconfinement. Avez-vous entendu parler de cette pétition qui a été signée Alors oui, tout à fait. Alors de formation, je suis quand même mon métier premier, parce que je l'aime trop pour le mettre de côté, mon métier premier quand même enseignante à l'université, parce que je suis maître de conférence et j'ai été que très tardivement avocate. Je me suis pour l'instant fait omettre du barreau, donc je n'exerce plus. Mais en effet, j'ai vu cette pétition qui disait il faut absolument déconfiner. En plus, les textes qui sont pris ne sont pas encore applicables, etc. Bah, c'est pas raisonnable. Et comme ce sont des juristes qui sont à l'origine, j'aimerais savoir ensuite qui prendra la responsabilité d'une éventuelle contamination et d'éventuels citoyens qui vont mourir suite à un déconfinement anticipé. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. notre invitation, Valérie Gomez-Bassac. Et merci de nous avoir suivis sur Info 83.